Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 15 janvier. On a calmé aussi. Alors, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1, ouverture de la séance ordinaire. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'ajournement de l'Assemblée. 4, réouverture de la séance ordinaire. 5, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017. 6, réponse à la question laissée en suspens. 7, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 8, l'adoption des comptes payés et à payer. 9, adoption du budget 2018 et du programme d'immobilisation 2018-19-20 du service incendie de Saint-Bonnet. 10, avis de motion, règlement ayant trait à la rémunération des élus. 11, adoption du projet de règlement 225-18 ayant trait à la rémunération des élus. 12, avis de motion pour le taux de taxation 2018. 13, adoption du projet de règlement numéro 224-18, abrogeant le numéro de règlement 210-17, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2018. 14, autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2018. 15, l'adoption du règlement numéro 220-17 sur la capture d'échéances errants. 17, l'adoption du règlement 221-17, modifiant le règlement numéro 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, afin de modifier les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. 17, l'adoption du règlement numéro 222-17, prévoyant un régime de protection des membres du conseil, des employés et organismes municipaux. 18, l'adoption du règlement numéro 223-17 concernant les limites de vitesse permises sur le rang Saint-Anne-Nord. 19, demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2017-005 pour l'aliénation du lot 4 908 112. 20, mise à jour de la carte urbaine 2018. 21, CAPSA, renouvellement et du financement pour l'année 2018. 22, demande de subvention, programme d'emploi d'été Canada 2018. 23, demande de subvention pour le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. 24, adhésion 2018. 25, table de concertation des aînés de Port-Neuf. 26, point d'information. 27, autres affaires. Alors, ça va être l'adoption du projet de règlement afin de mettre à jour du code éthique et de déontologie des élus. 20, est-ce qu'il y a d'autres affaires que vous voulez ajouter? Non. Période de questions numéro 28, 29, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel qu'entendu? M. Moyet. Alors, on va ajourner l'Assemblée. Il est proposé et résolu que cette Assemblée de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne soit levée à 19h34 et ajournée pour être poursuivie immédiatement après la consultation publique, ainsi que la séance extraordinaire qui débute à l'instant. Marilyn, viens ici, s'il te plaît. Donc, je vais vous lire le résumé du projet de règlement
numéro 218-17. À la fin, en fait, si vous avez des questions, on peut procéder à la fin. Bon, vous pouvez garder vos questions parce que le règlement touche divers objets. Donc, le premier projet de règlement numéro 218-17 modifiant le règlement du zonage afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Le but du règlement, le présent règlement porte sur divers objets. Plus précisément, il vise à assouplir les normes relatives à l'implantation et à l'orientation des bâtiments principaux implantés dans la zone récréative REC1, soit au secteur des chalets en Boiron. Donc, si vous avez le document que je fais la lecture, à la dernière page, vous avez un plan où est-ce qu'on va voir les zones, là, où est-ce que le règlement il parle de 3 zones. Donc, là, on voit la zone REC1. Permettre l'implantation des abris à bois dans les cours latérales sous certaines conditions. Ajouter une définition d'abri pour accessoires nautiques ainsi que des dispositions particulières applicables à ces abris. Autoriser l'implantation des chenils dans la zone agricole dynamique A5 et simplifier les dispositions relatives aux chenils. Le résumé du projet de règlement. Donc, la première modification vise à modifier les normes relatives à l'implantation et l'implantation des bâtiments principaux de façon à ce que les exigences relatives au parallélisme et à l'orientation de la façade ne soient pas applicables lors de l'implantation d'un bâtiment principal situé dans la zone récréative REC1. Donc, ces normes sont ainsi modifiées afin qu'il soit possible d'implanter les bâtiments principaux en fonction des caractéristiques des terrains dans le but de mettre en valeur les attraits de l'environnement et du milieu. Donc, au lieu que le bâtiment principal doit être parallèle à la rue, on va pouvoir l'orienter dans la zone REC1, donc la zone des chalets en Boiron, l'orienter en fonction des caractéristiques du terrain plutôt que d'être nécessairement parallèle à la rue. La deuxième modification concerne les normes particulières applicables aux abris à bois qui sont modifiées de façon à permettre l'implantation de ces bâtiments en cours latéral aux conditions suivantes. Donc, actuellement, les abris à bois sont permis uniquement dans les cours arrière. Donc, en fait, le projet là, vise à modifier les dispositions de façon à ce qu'ils puissent être dans les cours latérales aux conditions suivantes. L'abri à bois doit être situé dans une zone localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Le mur de l'abri à bois donnant sur la rue doit être ajouré ou fermé. Ensuite, la troisième modification consiste à ajouter une définition d'abri pour accessoires nautiques ainsi que des dispositions particulières applicables à ces abris. La définition ainsi que les dispositions sont les suivantes. Abri pour accessoires nautiques. Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'habitation et servant au rangement de l'équipement et d'accessoires nautiques tels que des rames, vestes de sauvetage, etc. Les normes particulières applicables aux abris pour accessoires nautiques. Donc, en plus des normes générales édictées sous la section 7.2.2, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'un abri pour accessoires nautiques. 1. Un abri pour accessoires nautiques est autorisé uniquement sur un terrain adjacent à un lac, à la rivière Sainte-Anne ou à la rivière Jacquot. Un seul abri pour accessoires nautiques peut être érigé sur un terrain. La superficie au sol d'un abri pour accessoires nautiques ne doit pas excéder 3 mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder 2,5 mètres, mesurée en façade du bâtiment entre un niveau moyen du sol adjacent et la faille du toit. Les abris pour accessoires nautiques ne doivent pas être considérés dans le calcul de la superficie totale prescrite à la sous-section 7.2.2 pour l'ensemble des bâtiments complémentaires. Le bâtiment ne doit pas être pourvu de fondation fixe. L'abri doit être implanté à proximité d'un plan d'eau à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des eaux. Et la quatrième modification concerne les dispositions relatives aux chenils qui sont modifiées de façon à assouplir les normes et de permettre l'implantation des chenils dans la zone agricole dynamique A5. Plus particulièrement, les articles 18.2.1.1 à 18.2.1.3 sont abrogés et les dispositions relatives aux chenils de la sous-section 18.2.1 sont modifiées par l'ajout du texte et des 4 paragraphes suivants. Les chenils sont autorisés uniquement à l'intérieur des zones agroforestières AFB9 et agricoles dynamiques A5 aux conditions suivantes. 1. L'usage doit être localisé à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation voisine en excluant l'habitation du propriétaire.
2. L'usage doit être localisé dans la cour arrière d'une habitation à une distance minimale de 50 mètres de l'emprise d'une rue et des lignes latérales et arrière du terrain. 3. Les animaux reliés à un tel établissement doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un enclos ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres. 4. L'activité ne doit pas générer de nuisances pour le voisinage et ne doit pas être une cause d'insalubrité pour les occupants et les animaux. Les normes applicables lors de la garde de chiens à des fins temporaires, c'est la sous-section 8.2.14, sont également modifiées afin que les distances minimales prescrites pour l'usage temporaire soient les mêmes que pour le chien. Donc, page, on a l'extrait du plan de zonage sur lequel on peut voir les zones REC1, AFB9 et A5, dont il est question là, dans le projet de règlement. Donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, à la suite de l'Assemblée publique de consultation, le Conseil adoptera, avec ou sans changement à une autre séance, un second projet de règlement. Par la suite, un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum sera publié et les modalités seront expliquées dans l'avis. Donc, pour plus de détails, là, nous vous invitons à venir nous rencontrer au bureau municipal à ce sujet. Donc, ça fait le tour du projet qui a été adopté. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions, ou même des conseillers qui auraient des questions? Henri Leverdier. Dans la zone REC1, vous avez mentionné qu'il y avait des modifications tant au bâtiment secondaire, etc. Est-ce que c'est prévu que ces bâtiments-là, parce que la zone REC1, on sait que c'est la zone des maisons en bois rond, est-ce que c'est prévu que ces bâtiments-là doivent être faits en bois, non pas en d'autres produits? Parce que, initialement, quand ça a été mis en place, c'était toujours des bâtiments en bois uniquement. En fait, là, les modifications du projet de règlement, ça touche vraiment l'orientation, l'implantation des bâtiments principaux. Donc, en fait, les normes par rapport au parallélisme, donc un bâtiment principal doit être normalement, dépendamment de sa distance par rapport au chemin, s'il est près de la rue, il doit être parallèle, la façade à la rue doit être parallèle à celle-ci. Donc, le projet de règlement, ici, il vise à modifier ces normes-là de façon à ce que les bâtiments, la façade puisse être orientée vers les attraits du terrain. Donc, si on a, par exemple, un talus, on peut faire un bâtiment, on pourrait orienter la façade par rapport au paysage et aux attraits du terrain. Donc, ça ne touche pas là, les normes de... Parce que je comprends la question de M. Lavezzi, là. La question est la suivante, c'est que tous les bâtiments actuellement sont construits en bois rond. C'est ça? Oui. Et à ce moment-là, il veut savoir si le petit bâtiment qui va être là pour recevoir l'abri nautique, finalement, va être en bois rond. Parce que c'est pas mentionné. Est-ce qu'il va y avoir une obligation? C'est ça sa question, dans le fond. Pour l'abri nautique. Pour Là, répondre. on parlait de la zone REC1, donc Ouais, ce qui est modifié dans la zone REC1, c'est par rapport à l'implantation. Au niveau de l'abri nautique, c'est applicable dans toutes les zones, puis il n'y a pas de disposition sur les matériaux. Là. Non, c'est ça. Donc, s'il y a des dispositions particulières au niveau de tous les bâtiments là, à l'intérieur de la zone REC1, il faudrait que je vérifie au niveau du règlement de zonage ou de construction. La question maintenant Les modifications ici touchent Non, pas non, les je suis matériaux. au courant. Est-ce qu'il est possible pour un conseil de décider que ça va toucher les matériaux? Compte tenu que déjà... Excusez, ce sera pas là, j'ai posé la question, j'attends la réponse. Ça sera pas long. Ben oui, à ma connaissance, on peut aller, dans le fond, le règlement de construction parle déjà des matériaux qui sont prohibés. Ou, exemple, là, les bâtiments en bois rond, on ne peut pas en avoir aussi dans le périmètre urbain. Par contre, l'extérieur, c'est autorisé. Donc, oui, on peut faire des modifications au niveau des matériaux. Là, On pourrait dire que dans le cas du RC1, ça pourrait être obligatoirement en bois rond. C'est ça? Oui. En fait, tous ces matériaux-là sont prévus dans les contrats de notariés, tous nos contrats d'achat. Donc là, on nous dit quel matériau. Ce que je
je peux... c'est parce que, exactement comme Mme Morin dit, c'est que quand les achats se sont faits, habituellement, dans les contrats notariés, il était prévu qu'on ne pouvait pas construire, exemple, un bâtiment avec des pavements de plastique ou autre. OK. Donc, actuellement, dans ce secteur-là, REC1, c'est tout en bois. Bois rond, oui, pour les maisons, mais en bois pour les bâtiments secondaires et autres. Donc, avec ce règlement-là, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça... Ben là, on n'aura pas besoin, considérant ce que je viens d'entendre, vu que c'est déjà un acte notarié, même si on voulait dire qu'on veut le faire construire en plastique ou en quelque matériau que ce soit, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il y a déjà un acte notarié qui empêche le propriétaire de construire autrement qu'en bois. La problématique, c'est qu'on ne connaît pas tous les contrats des 75-80 propriétaires indépendants qui sont là. Mais au départ, c'était ce que je viens de vous dire, oui. Ce que Mme Morin a spécifié. Okay. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut avoir une protection? Parce qu'on peut avoir des petits bâtiments qui ne sont pas conformes. C'est ça, par exemple, je vais vous répondre. Maintenant, disons qu'on va apporter cette modification-là. OK? Est-ce qu'on pourrait le faire ce soir, ça serait correct? Il faudrait reproduire un autre mois. Oui, c'est ça. Reconduire un autre mois. En fait, ça ne pourrait pas faire l'objet de ce règlement-là, compte tenu qu'il n'y a pas... En fait, ça n'a pas été dans le premier projet. Ça n'a pas faire un nouveau règlement. Ce que je préfère, M. Labadie, c'est vérifier là, au niveau du règlement de zonage, du règlement de construction, vous revenir là-dessus pour voir si on a des dispositions actuellement. Okay. Puis, si on n'en a pas, en fait, si le propriétaire veut faire une demande de modification de règlement, ça pourrait faire l'objet. OK. Alors, on va vérifier. Puis, un citoyen va pouvoir faire une demande officielle si ça est conforme à la possibilité de le faire. Ça vous convient? Non, mais... Je pense que la raison est bien simple. C'est que lorsqu'il y a toujours un projet de loi et la loi, le projet de règlement et le règlement comme tel. Dans le projet de règlement, il n'était pas question de matériaux. Donc, ce soir, on ne peut pas, d'après ce que je peux comprendre, modifier quoi que ce soit. C'est possible de le modifier suite à une demande d'un citoyen. Et là, le conseil va statuer à savoir si oui ou non il le désire. OK? Et là, ça pourrait être possible. Mais tout ça, en vérifiant, vous pouvez l'inverser, je peux dire, à savoir si c'est possible ou pas. Pour les matériaux, ben c'est sûr qu'on peut les... Comme la tôle galvanisée, exemple, c'est pas autorisé pour certains bâtiments, donc c'est sûr qu'on peut les donc on pourrait le faire. Oui. Donc le citoyen qui demande... Par contre, la première étape serait de vérifier dans le règlement qu'est-ce que ça dit. Est-ce qu'il y a des dispositions, là... J'ai pas la réponse parce que le projet de règlement ici ne touche pas les matériaux, là, mais il faudrait vérifier dans le fond, dans un premier temps, est-ce qu'il y avait des dispositions qui avaient été intégrées. C'est possible. OK. Donc, faites cette vérification-là. La prochaine réunion publique, à la période de questions de la séance suspens, on va vous donner une réponse suite à la vérification. Merci. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ça? Maintenant, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette consultation publique. Merci, Marie-Lynne. Alors maintenant, nous allons ouvrir la séance. La séance publique, il faut qu'elle soit fermée? La consultation publique. Oui, ben, c'était comme ça dans les... Oui, alors je ne sais pas à quel vient de faire ça. OK, donc c'est fermé. Alors, on va réouvrir la séance pour une séance extraordinaire qui débute à 19h49. Alors, ouverture de la séance extraordinaire. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des prévisions budgétaires 2018. 4, l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2018, 19, 20. 5, période de questions. Bien entendu, cette période de questions ne doit comporter
qu'exclusivement sur les points à l'ordre du jour. Et 6, lever d'assemblée. Quelqu'un propose l'adoption? Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Adoption des prévisions budgétaires 2018. Considérant qu'il y aura présentation ainsi que dépôt du budget équilibré pour l'exercice financier 2018, considérant qu'un avis public de cette adoption a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal le 22 décembre 2017, il est proposé et résolu. Premièrement, il va avoir comme recette, comme revenu, 1 82 435 $45 en taxes. Il va y avoir aussi d'autres recettes au montant de 210 008 $. Il va y avoir des transferts pour 68 463 $, ce qui donne un total de revenus de 1 360 906,45 $. Affectation. On va affecter le surplus accumulé. On va l'affecter pour 217 073 $. On va affecter aussi le fonds de parc pour 9 000 $. Le fonds de carrière sablière pour 60 000 $. Le service incendie pour 10 000 $. La réparation et traçage de rue, pour 4 000 $. Lumière de rue, 3 200 $. Réserve d'argent pour le 125e anniversaire qui s'en vient, 20 000 $. Sécurité en rapport avec l'entretien, autrement dit, pour l'entretien, c'est quoi la sécurité civile? Sécurité civile. 9 200 $, pour un total de 292 473 $, ce qui fait que nous allons totaliser des revenus pour 1 653 $ et 379,45 sous. C'est 10 000, mais c'est 1 653 379 $ et 45 sous. Maintenant, nous avons les dépenses. Fonctionnement. L'administration générale, 386 847 $ et 81 sous. Sécurité publique, 219 101 $. Voirie et transport, 376 201 $ et 10 sous. L'hygiène du milieu, 116 650 $ et 78 sous. L'urbanisme et développement, 76 243 $. Loisirs et culture, 97 592 $ et 50. Les frais de financement, 34 042 $ et 56 sous. La dette, 58 701 $. Pour un total de 1 365 379 $ et 75 sous. En investissement, par rapport à ce qu'on appelle les immobilisations, 288 000 $, ce qui donne un total de dépenses de 1 653 379 $ et 75 sous. Alors, nécessairement que c'est un budget équilibré. D'ailleurs, la loi ne nous permet pas de faire autre chose qu'un budget équilibré. Alors, que les membres du conseil municipal adoptent le budget des opérations financières de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour l'année 2018, tel que rédigé avec un équilibre de revenus et de dépenses. Eh oui, c'est ça. Alors, Mme Duchesneau propose, tout le monde est d'accord? Maintenant, pour le programme triennal d'immobilisation 2018, 2019, 2020, considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil d'une municipalité locale doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Il est proposé et résolu que les membres du conseil municipal adoptent le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2018, 2019, 2020 de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne selon la répartition suivante. Alors, pour les chemins, en 2018, 190 000 $. En 2019, 175 000 $. En 2020, 150 000 $. Les infrastructures, 2018, 37 000 $.
2019, 50 000 2020, 50 000 Les équipements, en 2018, 46 000 2019, 40 000 2020, 30 000 Ameublement, 15 000 en 2018, 10 000 en 2019 et 10 000 en 2020. Ce qui fait un total pour 2018 de 288 000 en 2019, 275 000 et 2020, 240 000 Alors, Steve a proposé, tout le monde est d'accord? Alors, maintenant, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, bien, c'est le temps, mais ça doit comporter que non, pas ça. Le lever de l'Assemblée. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Morin? Alors, réouverture de la séance ordinaire de ce soir. On va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017. C'est ça, on va l'adopter, c'est ça. Alors, tout le monde l'a reçu, il faut le lire. C'est ça. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017. Qui a fait proposition? Monsieur Ouellet. Alors, réponse aux questions laissées en suspens. À la dernière séance, le conseiller au siège numéro 2, M. Sébastien Leclerc, a demandé la liste des associations recevant les subventions pour l'entretien des routes privées avec tolérance au public. Voici la liste de celles-ci. Alors, l'Association du domaine Alouette, l'Association du lac Hardy, l'Association de l'avenue du Cap, l'Association DC, l'Association des Chutes Nord, l'Association des propriétaires de la route Saint-Vincent, l'Association des propriétaires du domaine des Bois, l'Association du domaine Beau-Séjour et l'Association du club Lac des Fonds. Alors, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Non, à ce moment-là. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes à payer selon la liste déposée et datée du 31 décembre 2017 au montant de 38 334,26 $ et des comptes déjà payés au montant de 34 505,51 $. Une question là-dessus. Oui. J'ai eu des questions dans le passé pour les frais d'avocat, les dossiers séparés, tout ça. Sens-tu moyen de lire le rapport, voir en 2016, ça coûtait sur quel dossier, ces choses-là, de chaque personne. Puis dans les prochains états financiers des comptes à payer, bien, à chaque mois, que ça soit noté. Faire une mise à jour pour informer le public, d'accord. À ce moment-là, on va donner la parole à Mme Bédard. Alors, pour ce qui est de 2016, on a eu des frais d'avocat totalisant un montant de 46 177,59 $. C'est séparé en 6 contrats. Alors, on a toujours un contrat de consultation générale que lorsqu'on a des questions, on peut appeler nos avocats. Ça a coûté 925,55 $ pour l'année. C'était un montant forfaitaire par mois. Ensuite, on a le dossier de M. Dominique Martineau qui a coûté en 2017, mais c'est 2016, désolé. 21 278,84 $. Le dossier de M. Chantal contre M. Pascal, totalisant des dépenses 2016 de 18 271,24 $. On a eu un petit dossier qui est fermé avec Mme Quintin de 3 590,68 $. On a eu aussi un petit dossier qui est terminé avec Jean-Robert Bédard au montant de 1991,25 $. Et on a eu une mise en demeure à donner à Mme Thériault de 120,03 $.
Ça, c'est ce qui est pour dans le fond, les coûts de 2016. Maintenant, je vais vous donner les coûts de 2017. Alors, on a un total de dépenses en 2017 de 32 955,10 de frais d'avocat, dont 3 dossiers. Alors, le dossier de M. Dominique Martineau, 14 925,2. Le dossier contre la perte financière de M. Yvan Chantal contre M. Pascal, 17 025,77. Et puis, dans le fond, on a fait une demande d'information contre la diffamation des employés municipaux qui a coûté un montant de 1004,31. Alors, comme M. Paquet a demandé, au fur et à mesure de l'année qui va suivre, en 2018, il va toujours avoir un tableau. Mais ce qu'on a là à soir, le détail, il va être dans l'école d'Auvergne avec ce qu'on a vu là, c'est toujours en cours ou dossier fermé, ces choses-là. Oui, je peux mettre, je vais juste la refaire, c'est un document de travail, là, mais je vais le remettre OK. Est-ce que quelqu'un propose des dépenses telles que, je veux dire, Mme Morin? Tout le monde est d'accord? Quand je regarde les 2 années, ça représente à peu près 75 000 d'avocats. Oui. Ce qui veut dire que ça représente 75 000 rapidement à peu près 5 cents du 100 $ d'évaluation pour chacun d'entre nous, citoyens. On va continuer. Adoption du projet du budget 2018 et du programme d'immobilisation 2018 pour le service incendie que nous avons avec la municipalité de Saint-Basile. Alors, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que la ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2018 ainsi que du programme d'immobilisation 2018, 2019, 2020 émis par le service incendie, considérant que le budget et le programme d'immobilisation correspondent à l'entente signée en octobre 2017, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2018 ainsi que le programme d'immobilisation 2018, 2019, 2020 du service incendie de Saint-Basile. Monsieur Lausier. Tout le monde est d'accord? Alors, un avis de motion concernant le règlement ayant trait à la rémunération des élus. Alors, M. Sébastien Leclerc, conseiller numéro 2, va nous parler. L'avis de motion est donné par moi-même, Sébastien Leclerc, au siège numéro 2, à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, un règlement sera adopté ayant trait à la rémunération des élus. OK. Adoption du règlement 225-18 ayant trait à la rémunération des élus. Alors, le projet. Alors, c'est M. Leclerc qui a à lire ça? Oui, on va faire lire M. Leclerc, il lit bien. Considérant l'entrée en vigueur de la loi sur le traitement des élus municipaux le 17 juin 1988, considérant que les modifications apportées à cette loi par l'adoption du chapitre 13 des lois du Québec de 2017, loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir entrer en vigueur 16 juin 2017. Considérant que l'article 212 de cette loi donnait la possibilité d'intégrer les jetons de présence au salaire annuel fixe. Considérant que le chapitre 13 des lois du Québec de 2017 confie aux élus municipaux un plus grand nombre de charges et de responsabilités, le Conseil est d'opinion que le maire et les conseillers doivent recevoir une rémunération et une allocation de dépenses convenable prévue au budget annuel à administrer. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 15 janvier 2018, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 225-18 ayant trait à la rémunération des élus. Qui en fait? Là, est-ce qu'on en fait proposition? Oui, c'est ça. Non, c'est vous. Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Et lorsqu'il est question de rémunération des élus, le maire est obligé de donner son accord aussi ou son désaccord. Alors, je donne mon accord. Avis de motion concernant le taux de taxation 2018. Abrogeant le règlement numéro 210-17 fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2018. L'avis de motion est donné par le conseiller au siège numéro 2, M. Sébastien Leclerc, à l'effet qu'au cours d'une séance prochaine, ordinaire ou spéciale de ce conseil. Bon, alors, lisez donc ça, M. Leclerc. En fait, l'avis de motion est donné par moi-même au siège numéro 2, Sébastien Leclerc, à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil, un règlement sera adopté en vue de fixer le taux de taxation pour l'exercice financier 2018. Est-ce qu'on passe au suivant ou Oui, c'est ça, continue. Lis l'adoption du adoption du projet de règlement numéro 224-18, abrogeant le règlement numéro 210-17, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2018. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne fixe un taux unique d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2018, considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice 2017 s'élèvent à un montant de 1 653 379,45 sous, considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice financier 2018 à la totalité des dépenses prévues, considérant que la taxe à percevoir sur les biens-fonds des contribuables portée au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné le 15 janvier 2018, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 224-18, abrogeant le règlement numéro 210-17, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2018. OK, à ta proposition. J'aurais un point peut-être Oui, oui. qu'on propose, c'est qu'effectivement, quand on est venu à la confection du budget comme tel, il a fallu s'interroger sur différents postes budgétaires et évidemment à faire des choix. Et il y a des gens qui sont concernés justement par le système des égouts, les coûts d'entretien, etc. Il y avait toujours des attentes que ça allait augmenter. Est-ce que vous pourriez peut-être exposer quels sont les choix qui ont été faits? D'accord. Disons que, d'abord, premièrement, on va regarder le système, c'est depuis 2014 qu'il y a une taxe qui est prélevée auprès des citoyens du village, je peux m'exprimer comme ça, ceux qui ont le service des égouts. Alors, en 2014, il y en a eu pour 5, je vais oublier SEM, pour 5 715 $. En 2015, 5 751 $. 2016, 7 897 $. Et 2017, 8 910 $. Alors, comme vous pouvez voir, ça augmente à toutes les années. Dans les dépenses maintenant, alors, dans les dépenses, il y a les salaires réguliers, les vacances, cotisation de l'employeur, l'assurance responsabilité civile, formation, entretien, réparation d'équipement, électricité, autres. En 2014, il y avait 1104,75 $. En 2015, 5 757. 5 057, excusez. En 2016, 8 709. En 2017, 14 279 $.
De ça, 10 de l'ensemble est payé par la municipalité à cause des bâtiments qui appartiennent à la municipalité et 90 sont payés par le secteur. Par rapport aux 10 c'est la municipalité a payé 2 915 et le secteur, dans la réserve, aussi de 26 234,96 $. Ce qui fait, alors le solde de la réserve en date du 31 octobre 2017 est de 2039,04 $. L'entretien à prévoir maintenant, pour une période de 10 ans. Le remplacement des tourbes sur 10 ans, c'est 75 000 $. La pompe à remplacer pour 5 ans, 6 000 $. Ça coûte 3 000 mais par contre, il va falloir le faire en 2 fois 5 ans, c'est-à-dire 6 000 $. La vidange des 2 stations de pompage aux 3 ans doit être de 13 500 $. Le contrat d'entretien avec Premier Tech est de 2 875 $, ce qui fait un total de 28 750 $. Donc, pour 10 ans, on prévoit 123 250 $ de dépenses. Alors, le coût par année à facturer pour l'entretien est de 13 325 $. Le salaire, électricité, assurance moyenne, 3 000 $ selon le budget de fonctionnement. Le nettoyage de la station de pompage, qui se fait 2 fois par an, 2 000 $. Les autres entretiens d'hiver, 1 000 $ selon le budget de fonctionnement, ce qui fait un coût total estimé à prévoir par an de 18 325 $. 10 payé par l'ensemble des municipalités est de 1 832,50 $. 90 payé par le secteur, c'est-à-dire la réserve, 16 492,50 $. Alors, le coût par citoyen par année pour l'entretien est de 407,22 $ qui est à prévoir. En 2017, le montant facturé a été de 220 $ exactement. Bon. Considérant que la municipalité est là pour servir l'ensemble des citoyens et désire être équitable pour l'ensemble des citoyens, le Conseil a décidé que le montant maximal qui va être facturé à tous les ans à compter de 2018 pour ce que c'est qui est dans l'entretien ou la réserve à prévoir pour l'entretien va être de 250 $ par année, bien entendu ajustable au coût de la vie. Alors, au lieu de payer comme cette année 407 $, le montant va être de 250 $, la municipalité va absorber le reste. Nécessairement que c'est au besoin. Voilà. Mais selon vos prévisions, ça ressemble pas mal à ça. Hein? Voilà. Alors, ça, est-ce que ça répond bien à votre question? Mais en fait, c'était pas une question, c'est plutôt un point d'information pour les citoyens. Pour aider des gens à comprendre. Vous êtes bien gentil, merci. Qui adopte ça? Alors, qui l'adopte? M. Lausier. Tout le monde est d'accord? Adoption du projet de règlement numéro 224-18, abrogeant le règlement numéro 210-17, fixant le taux de taxation des compensations de l'exercice financier 2018. Encore... Autorisation des dépenses incompressibles de l'exercice financier 2018. Les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, le maire est dispensé de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2018. Une copie de la présente liste est disponible au public de la présente Assemblée. On ne l'a pas fait. En tout cas, de toute façon, il va être dans le prochain écho d'Auvergne. À ce moment-là, vu qu'on ne l'a pas fait, on va le lire. Bon, OK. Alors, le maire ne sera pas dispensé d'en faire la lecture, il va la faire. Alors, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les dépenses incompressibles suivantes pour l'exercice financier 2018 au montant total de 1 039 616 $ et qu'ils autorisent le paiement de ces dernières. Alors, l'administration générale, la rémunération et l'allocation des dépenses des élus, 61 500 $. La rémunération du personnel de bureau, 130 000 $. Contribution de l'employeur, 19 000 $. Frais de vérification, 10 000 $. Frais de poste, 700 $. Frais téléphoniques et Internet, 5 100 $. L'électricité, 6 000 $.
Assurance, 1 700 Code-part à la MRC, 17 026 Code-part MRC par rapport au fonctionnement et l'élaboration, 40 511 Toujours à la MRC pour les rôles en ligne, 134 Cours municipal, 2 232 La Sûreté du Québec, 105 906 Le service incendie Saint-Basile, 82 047 Code-part à la MRC par rapport au service public, sécurité publique, dire 648 Transport maintenant. Rémunération pour la voirie, 44 888 Contribution de l'employeur, 6 500 Téléphonie, 800 Électricité garage, 4 000 Contrat de déneigement, 170 000 Éclairage de rue, 3 500 Code-part à la MRC pour le transport collectif, 1 679 Code-part à la MRC pour le transport adapté, 1 029 L'assurance, 3 600 L'immatriculation, 725 L'hygiène du milieu, le code-part Régie régionale des matières résiduelles, 48 134 Code-part Régie régionale pour les bouffes de fosses septiques, 25 576 Puis l'autre code-part à la MRC, 1827 La location de container, 8 000 La rémunération concernant les réseaux d'égouts, 4 775 Cotisation de l'employeur pour le réseau d'égouts, 700 L'assurance pour le refoulement, 700 L'électricité pour le réseau d'égouts, 1 000 L'urbanisme maintenant. La rémunération d'inspecteur et pour le CCU, 34 300 Cotisation de l'employeur, 5 000 Code-part de la MRC, 9 946 Promotion et développement économique, code-part de la MRC, 12 247 Loisirs et culture, maintenant. La rémunération pour l'entretien du centre communautaire, 14 326 Rémunération pour l'entretien de la patinoire, 4 775 Pour la surveillance de la piscine, toujours la rémunération, 10 500 Celui-là, des préposés au parc et terrain, 16 236 tandis que la bibliothèque, c'est 4 500 puis le total de la contribution de l'employeur est de 5 400 L'électricité pour le centre communautaire, 5 000 Les frais téléphoniques et Internet bibliothèque, 1 250 Électricité bibliothèque, 1 800 Électricité patinoire, 2 000 Assurance, 2 000 Remboursement d'inscription loisirs, 2 500 Code-part pour la MRC loisirs, 3 670 Les frais de financement maintenant. L'emprunt pour les égouts, l'échéance est le 7 décembre 2035, 52 056 L'emprunt pour le camion incendie, l'échéance est le 7 décembre 2035, 9 528 Emprunt boisé de l'apéro, 30 640 L'échéance, 28 novembre 2037. Les frais de banque, 500 Pour un total de 1 039 616 Qui approuve ça? Madame Morin? On est d'accord? OK. Par contre, on va vérifier parce que de mémoire, le camion incendie, on avait fait un emprunt pour 10 ans. Suite à l'intervention des citoyens, à ce moment-là, il avait été décidé qu'on faisait un emprunt basé sur 10 ans. Okay. Ça fait déjà 2 ans. Voilà. OK. Avec l'échéance, on va mettre la vraie date d'échéance. Si c'est celle-là, on va décider. Alors, on est rendu à l'adoption du règlement numéro 220-17 sur la capture des chiens errants. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné le 18 décembre 2017, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 220-17 sur la capture des chiens errants. Pas tout ensemble, Mme Morin. Tout le monde est d'accord?
Adoption du règlement numéro 221-17, modifiant le règlement numéro 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 18 décembre 2017, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 221-17, modifiant le règlement 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. En prendre note qu'une modification a été apportée que la rémunération applicable aux membres élus a été retirée. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 222-17 prévoyant un régime de protection des membres du Conseil et des employés, des membres du Conseil, des employés et organismes municipaux. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 18 décembre 2017, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est résolu, proposé et résolu que les membres du Conseil adopte le règlement numéro 222-17 prévoyant un régime de protection des membres du Conseil, des employés et organismes municipaux. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement 223-17 concernant les limites de vitesse permises sur Laurent Saint-Onge-Nord. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 18 décembre 2017, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 223-17 concernant les limites de vitesse permises sur la rente Saint-Onge-Nord. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande d'autorisation à la CPTEQ concernant le numéro 2017-005 pour l'aliénation du lot 4 908 112 $. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour l'aliénation du lot 4 908 112 du CADAP du Québec en faveur des propriétaires du lot contigu, 4 908 128. Considérant que le lot visé serait utilisé à des fins d'agriculture dans le cadre de l'expansion d'une exploitation acéricole existante. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau sol dans les municipalités de la région. Considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, considérant pour la mise à jour de la carte urbaine 2018, considérant que la MRC de Portneuf procédera à la mise à jour de la carte urbaine comme dans les années passées, considérant que nous avons procédé à une demande de prix auprès de 3 arpenteurs géomètres pour la réalisation des relevés nécessaires à la localisation des différents éléments, il est proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat à Mme Elisabeth Génois, arpenteur géomètre, pour la somme de 300 $ plus les taxes applicables. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? CAPSA, le renouvellement de financement pour 2018, considérant que le soutien des services conseils à la municipalité et sa population afin de permettre l'amélioration de la protection et la mise en valeur de cette ressource importante qu'est l'eau. Considérant que l'organisme soutient également les inspecteurs municipaux dans leur travail. Considérant que l'organisme maintient une présence sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Anne par l'élaboration d'un plan directeur. Il est proposé et résolu que les membres
du Conseil autorise le versement d'un montant de 750 représentant le renouvellement de l'aide financière pour 2018. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Demande de subvention au programme Emploi Été Canada. Il a proposé d'autoriser la directrice générale à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi Été Canada pour 2 postes de sauveteurs à la piscine municipale pour 2018. Madame Morin, tout le monde d'accord? Alors, demande de subvention pour le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Il est proposé et résolu d'autoriser l'agence de développement et trésorière à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives pour l'année 2018. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? L'adhésion 2018, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2018 à la Fédération canadienne des municipalités au montant de 120 $. La Fédération canadienne des municipalités pour 120 $ et 72 sous, taxes comprises. Que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2018 de Mme Marilyn Gingras à l'Association des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, ce qu'on appelle comme BEC, au montant de 375 $ plus les taxes applicables. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Table de concertation des aînés de Portneuf. Considérant que la mission de la table de concertation des aînés de Portneuf n'est pas d'organiser des activités, mais plutôt de travailler avec les structures communautaires déjà existantes, afin de mieux concerter les efforts pour que les aînés de tous les milieux puissent faire entendre leur voix, mieux faire connaître leurs besoins, participer activement à la réalisation des projets qui les concernent et s'impliquer activement dans le développement de leur communauté, riche de leurs connaissances et de leurs expériences. Considérant que la table de concertation des aînés de Portneuf, qui s'appelle TCAP, a en place un réseau de relayeurs provenant de chacune des localités de Portneuf, considérant que chaque localité doit désigner une ou des personnes pour assumer ce rôle, considérant que Mme Suzanne Dervaux désire se retirer de la table de concertation des aînés de Portneuf, considérant que Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, accepte de devenir membre relayeur de la municipalité en remplacement de Mme Suzanne Dervaux, il est proposé et résolu que les membres du conseil confirment Mme Sylvie Duchesneau sera la relayeuse. C'est relayeur. C'est pas eux, c'est de notre municipalité auprès de la table de concertation des aînés de Portneuf. Quelqu'un fait proposition, Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Point d'information. Alors, concernant la MRC de Portneuf, c'était la période des fêtes. Alors, ça va être la prochaine réunion. Je n'ai une le mercredi, pas le 15, mais à peu près les alentours du 23. C'est mercredi, une prochaine réunion. Le comité de la voirie, Mme Morin ou M. Paquet. Suite au budget, ils travaillent sur les demandes qu'on a faites, les projets qui vont se faire cet été, les calculs. OK. Parfait. Comité sécurité incendie et sécurité civile, M. Ouellet ou M. Paquette. Oui, on installe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va coûter plus cher dans le futur, comme on vous l'a lu tout à l'heure dans le budget. Comité des ressources humaines. Alors, Mme Morin ou Mme Duchesneau, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien, ce mois-ci. Le comité d'embellissement, Mme Morin ou Mme Duchesneau? Non. Tout est correct Il encore. faudra prévoir avec Mme Vézina une rencontre pour partir de là. OK. Ça, je vais faire ça cette semaine. OK. Comité des loisirs et de développement, M. Ouellet ou Jean-François Lausier. On va voir. Oui, selon on va avoir une rencontre avec notre agent de développement, Stéphanie, cette semaine, moi et Jean-François, pour élaborer l'horaire possiblement de ce qui s'en vient au niveau du développement des loisirs. OK. Si je
peux rajouter aussi, c'est juste pour vous dire qu'on a mis en ligne une page Facebook de la municipalité. Elle a été mise en ligne aujourd'hui, alors on aimerait que vous alliez cliquer j'aime dessus pour la partager au maximum. On va faire beaucoup de publicité, dans le fond, Par ce prochainement. moyen-là, Par ce s'appelle moyen. comment? Municipalité de Saint-Christine-d'Aubaine. Parfait. Alors, avis aux amateurs de Facebook. Comité du 125e anniversaire de la municipalité. Oui, juste informer la population qu'au possiblement au mois de mars, on va faire une rencontre là, citoyenne, ici même, heure et lieu à déterminer là, avec Mme Boutette et son mini-comité qu'elle veut fonder pour le 125e. OK. Comité des aînés et familles, Mme Picheneau. Alors, une rencontre à la de concertation des aînés de Portneuf le 8 février prochain. Première rencontre d'une série de 3 annuellement. OK. Régie régionale de matières visuelles de Portneuf, M. Leclerc. En fait, moi, le prochain conseil d'administration va avoir lieu jeudi le 18, donc cette semaine. Donc, on va revenir en réunion. Parfait. Donc, c'est ça, c'était les vacances à l'université. Autre affaire, tu vas avoir si vous l'avez marqué. C'est ici, l'émotion, ça va être Mme Michel. Alors, dans autre affaire, on avait l'adoption du projet de règlement afin de mettre à jour le code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, Mme Sylvie Duchesneau, siège numéro 4. Alors, l'avis de motion est donné à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil, sera présenté pour adoption un règlement concernant la mise à jour du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et là, on va adopter le projet. Par la suite, Mme Michel, vous lisez. Faites-nous donc la lecture du projet pour qu'on puisse adopter ce soir. Alors, projet de règlement numéro 226-18, modifiant le règlement numéro 204-16 afin de mettre à jour le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Entendu que selon l'article de loi 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'un avis de motion du projet de règlement a été donné par moi-même lors de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne tenue le 15 janvier 2018, par conséquent, le Conseil décrète ce qui suit. Article 1, le titre. Le titre du règlement numéro 204-16 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 226-18, modifiant le règlement numéro 204-16 afin de mettre à jour le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Article 2, préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3, objet. Le Conseil adopte par ce règlement un code d'éthique et de déontologie. Il s'applique à tout membre du Conseil de la municipalité. Le code d'éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique. Article 4, valeurs. Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code d'éthique et de déontologie sont 1. L'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité. 2. L'honneur attaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité. Numéro 3. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Numéro 4. Le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens. Numéro 5. La loyauté envers la municipalité. Et le point 6. La recherche de l'équité. Les valeurs énoncées dans le Code d'éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s'applique dans l'appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. Les règles prévues au présent Code d'éthique et de déontologie ont pour objectif de prévenir notamment 1. Toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2. Toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. LRQ, chapitre E, 2.2. Numéro 3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Article 5. Interprétation. Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour des expressions et les mots définis comme suit. Avantage. Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution,
gains, indemnités, privilèges, préférences, compensations, bénéfices, profits, avances, prêts, réductions, escomptes ou tout autre utile ou profitable de même nature ou toute autre promesse d'un tel avantage. Intérêt personnel. Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel, les distingue sans nécessairement être exclusif de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l'intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Intérêt des proches. Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct sans nécessairement être exclusif de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Organisme municipal. Un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité. Un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. Un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci. Un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d'étudier une question qui lui est soumise par le conseil. Une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt. Article 6. Champ d'application. Le présent code s'applique à tout membre d'un conseil de la municipalité. Article 7. Conflit d'intérêts. Toute personne doit éviter de se placer sciemment dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Article 7.1. Annonce de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention. Il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. 7.3. Avantages. Il est interdit à toute personne d'accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre personne en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisie. D'accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 et qui n'est pas de nature purement privée ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. Article 7.4. Discrétion et confidentialité. Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Article 7.5. Utilisation des ressources de la municipalité.
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre l'utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ces fonctions. Article 7.6. Respect du processus décisionnel. Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes, règlements et résolutions de la municipalité et des organismes municipaux relatifs aux mécanismes de prise de décision. Article 7.7. Obligation de loyauté après mandat. Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité. Après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi, il lui est interdit d'utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d'un conseil de la municipalité. Article 7.8. Sanctions. Conformément aux articles 7 et 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, un manquement au présent code d'éthique et de déontologie visé par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes. 1. La réprimande. 2. La remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec du don de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci. De tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le présent code. Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme. La suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. Lorsqu'un membre d'un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. Article 8. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Donna Sainte-Christine d'Auvergne, le 15 janvier 2018. Morin approuve, tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes rendus à la période des questions aux citoyens. La parole est à vous. Je l'avais dit, si je pose une question, je peux faire un commentaire. C'est la période des questions, c'est pour les commentaires. Considérant que j'avais déjà eu un mandat Oui. sur les incendies. Oui. À l'article 9, adoption du budget 2018, programme d'immobilisation 18-19-20 du service d'incendie de Saint-Basile. On m'avait remis déjà le document qui faisait en sorte que la municipalité était protégée selon certains critères et dispositions. J'avais émis un commentaire à cet effet-là que, compte tenu que la MRC Saint-Léonard, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, nous autres, on était en pourparlers pour éventuellement avoir une autre façon de protéger le territoire. J'avais remis une lettre qui disait qu'en attendant cette étude-là, parce qu'on m'avait demandé mon opinion, je ne pouvais émettre un commentaire tant aussi longtemps que les décisions n'étaient pas prises. Et là, aujourd'hui, 82 507 $ et 9 535 $ par année pour un véhicule. Alors, je n'ai pas pu émettre mes commentaires. Mais il fait en sorte que la municipalité de Sainte-Christine est desservie 2 tiers très confortablement par Saint-Basile et 1 tiers mal protégé. Alors, je n'ai pas de question, mais la question est la suivante. J'aurais aimé si ces échanges-là entre ces différentes municipalités-là avaient amené à une décision. Quelle décision ça a été?
Donc, OK. Disons que, dans le fond, votre question, si j'ai bien compris, fait appel à ce qu'il y avait une étude qui était faite en rapport avec une régie régionale voilà. de certaines municipalités, un nouveau projet. C'est toujours en cours, mais ça n'a pas été... Il n'y a rien qui est avancé actuellement à ce sujet-là. Maintenant, nous avons 2 conseillers qui vont être sur le comité qui va s'occuper de ça. Alors, je crois que c'est M. Ouellet et M. Paquette qui vont être sur le comité qui va suivre le déroulement de ça. Bien entendu, lorsqu'il y a des réunions qui parlent de la régie, la directrice générale et moi-même assistons, mais actuellement, il n'y a rien qui est décidé, parce que dans l'analyse de la régie, il y avait certaines municipalités, donc Donnacona, et la prison fédérale avait leur propre service d'incendie. Maintenant, le fédéral cède ça à la municipalité. Et là, il y a tellement d'autres analyses à faire que c'est comme si on recommençait à nouveau. Alors, pour l'instant, nous gardons le statu quo, c'est-à-dire que nous demeurons avec la ville de Saint-Basile et nécessairement que, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, dans un but d'économie et de protection par rapport au schéma de couverture de risque de la MRC, désire s'adjoindre un service incendie autre que ce que nous ne pouvons pas fournir, mais à ce moment-là, on va toujours avec Saint-Basile qui nous semble être le meilleur marché actuellement. D'autres questions dans la salle? Non. L'article 19. Demande d'autorisation à la CEPAC, numéro blablabla, pour l'aliénation du lot de 4908 112. C'est où? C'est quoi? C'est qui? Okay. On n'a aucune information. C'est dans le rang Saint-Georges. C'est dans le rang Saint-Georges et tel qu'il est stipulé, c'est celui qui en fait la demande de ce que c'est qu'on demande à l'autorisation à la CPTAQ de céder. La terre, c'est 2 terrains contigus. Il y a un autre numéro là, que vous allez voir là, qui est aux côtés. Là. Et le premier numéro exploite une érablière, finalement. Là. Et en rapport avec ça, il veut s'agrandir, donc il demande pour avoir la terre suivante. Et pour ça, ça prend toujours l'autorisation de la CPTAQ. Donc c'est pour ça que le conseil, suite à la recommandation de notre inspecteur, on croit que c'est très, très bien que la municipalité puisse continuer à avoir des érablières à l'intérieur de celle-ci. Merci. Je sais que c'est de la période de questions. Oui, c'est bon. Mais il n'y aurait-il pas lieu pour une interrogation de vraiment nous indiquer, quand on dit 4 908 112, c'est quoi? Il avait dit, c'est quelqu'un d'autre, on ne sait jamais c'est qui. Non, je suis d'accord. C'est sûr que, oui, là, moi, j'ai rien contre. Le conseil, probablement, qui est d'accord aussi avec ça. Merci. Oui, dans le futur, parce qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ils voulaient qu'on mette le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, tu sais, dans le fond, le pedigree. Fait que, on essaie toujours de respecter la confidentialité jusqu'à un certain point, mais finalement, c'est un document public. Alors, à ce moment-là, vous avez raison, quand c'est public, on va mettre les informations qu'on a. D'autres questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose à lever l'Assemblée? Oh, Mme Boucher. Tout le monde avait l'air.